une radioactivité ignorée. Donc, comme je disais, Simon, au Congo, la population est-elle exposée à une radioactivité ignorée? Donc, c'est une question qu'on se pose. D'accord? Alors, Oui, je on cherche à t'écoute me... très bien. En fait, je cherche à changer de... Tu as les touches directionnelles. Il suffit d'appuyer la touche avant ou ça va avancer. D'accord, merci beaucoup. C'est ça le plan de notre exposé. Donc, on a une introduction, suivie des généralités, matériel et métaux, le résultat de discussion. Enfin, on terminera par une conclusion et des perspectives. Qui suis-je? Bon, je suis Bossis de Mabossi Mobuna Glevis Junior. Un nom un peu compliqué. Je suis de la République du Congo. Comme monsieur le docteur Kodja veut le dire, je viens à peine de soutenir mon master en physique des particules et rayonnement. Je suis de la faculté des sciences et techniques, Université Mayangwa, bien en vue du Congo. Et j'ai été honoré à participer à l'African School of Physics, l'école africaine de physique fondamentale et application. Euh, c'est un honneur pour moi parce que je suis le premier Congolais de la République du Congo à participer pour la 8e édition. Et par la grâce de Dieu, on aura également une physicienne qui va participer à la 9e édition qui se déroulera au Kenya. Donc, c'est ça mes contacts. D'accord. En introduction, l'être humain est exposé à des rayonnements ionisants depuis la création. Donc, quand Dieu a créé la Terre, il y a déjà des rayonnements ionisants qui existaient depuis longtemps. Donc, ces rayonnements ionisants sont d'origine naturelle et artificielle. Donc, nous, on s'est basé sur la radioactivité naturelle. Et la radioactivité naturelle est divisée en deux. On a la radioactivité cosmique et la radioactivité tellurique et la radioactivité terrestre. Donc, la radioactivité terrestre, c'est là où il y a l'uranium 238, le thorium 232, mais aussi le potassium 40. Pour la radioactivité cosmique, on ne s'est pas basé là-dessus. C'est là où il y a le carbone 14, le beryllium 7 et autres. Donc, le ciment, comme matériau de construction, contient la radioactivité naturelle. Radioactivité naturelle et la concentration de la radioactivité, c'est ça. Déjà, comme j'ai dit au départ, depuis la création, on est toujours exposé à la radioactivité naturelle. Mais le problème, ce n'est pas le problème d'être exposé à la radioactivité naturelle, mais c'est plutôt la concentration de la radioactivité que la population peut subir. D'accord. Donc, le ciment joue un rôle très important dans le secteur de la construction parce qu'on sait très bien que la plupart des cas, on est sous les abris construits à base de ciment. Donc, par rapport aux données qu'on a eues, il y a plus de 4 milliards de tonnes qui ont été produites en 2023. Donc, l'Afrique occupe 5,7% de cette production-là. C'est France Ciment 2024 qui a publié cela. Le Congo connaît, le Congo connaît une forte croissance de ce secteur avec trois cimenteries, Dangote, Forspac et Sonor. Donc, le ciment est fabriqué à partir des roches et des déchets industriels. Ces roches et des déchets industriels contiennent de la radioactivité naturelle. Donc, plusieurs études ont été réalisées dans le monde sur ce sujet. Donc, depuis fort longtemps, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées. Malheureusement, au Congo, il n'y avait pas encore, je vais bien le dire, il n'y avait pas encore une étude qui a été réalisée sur la radioactivité naturelle contenue dans le ciment. Donc, nous sommes avec l'équipe du laboratoire de physique nucléaire et application. Si on peut le dire, on est les premiers à réaliser cette étude-là en ce qui concerne la radioactivité naturelle contenue dans le ciment. Donc, en vue du Congo, malgré le sort du secteur de la construction, aucune donnée de fond n'existe sur la radioactivité naturelle contenue dans le ciment. Ce qui crée un vide scientifique et sanitaire parce que c'est un sujet qui touche à la fois la physique, l'environnement et la santé. Donc, l'objectif général de notre étude a été d'évaluer la radioactivité naturelle du ciment au but du Congo et les risques radiologiques qui sont associés, afin de connaître les niveaux d'exposition externe au niveau local pour la protection de la population. Donc, spécifiquement, on a eu à déterminer les concentrations d'activité de radionucléides naturelles, le radium 226, le thorium 232, mais aussi le potassium 40. On a eu à comparer ces concentrations. On a eu à comparer
ces concentrations, excusez-moi s'il vous plaît, en ayant comparé ces concentrations d'activité obtenues avec d'autres études réalisées dans d'autres pays du monde, que ce soit de la sous-région, de l'Afrique centrale, que ce soit de l'Afrique en général et dans d'autres pays. Enfin, nous avons eu à évaluer les paramètres radiologiques. Les paramètres radiologiques qui nous ont permis de savoir si et seulement si la population est exposée à une radioactivité naturelle. Donc, généralité, comme je l'ai dit, un peu de littérature. Pour entrer en profondeur sur les résultats, on doit quand même comprendre ce qu'est la radioactivité, comment ça se manifeste. Donc, la radioactivité a été découverte en 1896 par Henri Becquerel à partir des sels d'uranium. Donc, lors de ses travaux de laboratoire, il a constaté que l'uranium émettait un rayonnement qu'il qualifia de rayon uranique. Mais en 1898, Marie et Pierre Curie, le couple Curie, en se basant sur les travaux d'Henri Becquerel, ils ont découvert deux éléments chimiques, le radium et le potassium, le polonium bleu. Le radium qui est même à la base des concentrations d'activité, à la base de la radioactivité naturelle. Donc, ils ont utilisé le terme radioactivité pour qualifier le phénomène impliqué dans cette découverte. Donc, si on peut définir la radioactivité, on peut dire que c'est un phénomène physique au cours duquel un noyau pair instable se désintègre en un ou plusieurs noyaux fixes, instables ou stables, en émettant des particules énergétiques. Donc, les particules énergétiques, on peut voir par exemple euh, le rayonnement gamma, on peut avoir le rayonnement alpha, le rayonnement bêta. Donc, certains noyaux fixes, à l'état excité, se désexcitent en émettant un ou plusieurs photons, rayonnement gamma. Donc, nous, on a eu à travailler sur le rayonnement gamma. La radioactivité naturelle, donc, comme je l'ai dit en amont, la radioactivité est divisée en deux, la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle. Nous sommes basés sur la radioactivité naturelle. La radioactivité naturelle est divisée encore en deux. La radioactivité terrestre, là on a dit radioactivité tellurique, la radioactivité terrestre ou primordiale. Pourquoi primordiale? Parce que ça a existé depuis la création, comme je l'ai dit en amont. Donc, comme le nom l'indique, il s'agit de radioactivité produite par des radionucléides présents depuis toujours dans la croûte terrestre. On parle également de normes. Donc, natural occurring radioactivity material. On a l'uranium 238, le thorium 232 et le potassium 40. Ils sont reconnus comme étant des radionucléides de fond. À partir de ces radionucléides, on peut, par exemple, l'uranium 238, le thorium 232, on a ce qu'on appelle par la chaîne de désintégration. On peut avoir deux radionucléides. Par exemple, le radium 226 provient de l'uranium, provient de l'uranium 238. C'est un fils de l'uranium 238. Le thorium, c'est un fils du uranium 238. On a aussi la radioactivité cosmogénique. Là, on ne sait pas basé. La radioactivité cosmogénique, en fait, c'est les rayons qui quittent notre galaxie et s'interagissent avec l'atmosphère et ça produit la radioactivité. Donc, il y a les types de désintégration. En général, il y a deux types de désintégration. Désintégration alpha, ça concerne le noyau lourd. C'est une réaction au cours de laquelle un noyau pair se désintègre en un noyau fixe tout en éjectant un noyau d'hélium, appelé rayonnement alpha. Donc, il y a la désintégration bêta, c'est l'interaction entre les quarks, c'est la constitution des nucléons. Donc, les intégrations bêta, il y a la désintégration bêta moins et la désintégration bêta plus. Donc, l'objectif, c'est le noyau pair qui se désintègre en noyau fixe et ça émet des rayonnements. Par exemple, le rayonnement bêta, le rayonnement alpha. Nous, on s'est basé sur le rayonnement gamma. Donc, après que le noyau pair ait libéré des rayons alpha, le noyau fixe peut se trouver dans un état excité. Donc, quand ça libère des rayons alpha, ça devient encore plus énergétique. Et ça peut se trouver dans un état excité, ça demandera la désexcitation. Donc, quand ça se désexcite, ça libère les rayonnements gamma. Et ici, c'est la conclusion. La conclusion, on a le rayonnement alpha, qui est l'hélium. On a le rayonnement bêta, qui est l'électron ou positron, qui est l'antiparticule de l'électron. On a le rayonnement gamma ici. Maintenant, tous ces rayonnements interagissent avec la matière. Donc, interaction rayonnement gamma-matière. En contact avec la matière, les photons ont une certaine probabilité d'interagir avec cette matière. Donc, quand ça s'interagisse, ça produit plusieurs interactions parmi lesquelles l'effet photoélectrique, l'effet Compton, la création des paires et l'électron-positron. Il y a l'effet Rayleigh, la photodésintegration ou effet Morse-Boer. Mais
Les deux autres là, ce n'est pas trop important. On se base plus sur les trois. L'effet photoélectrique, l'effet Quanton et la création des paires électrons-positrons. Donc, l'effet photoélectrique, donc il y a l'interaction, quand l'interaction entre les rayonnements gamma et il y a l'interaction entre les rayonnements gamma plutôt et la matière, ça a produit l'effet photoélectrique. Donc, il résulte de l'interaction de photons incidents avec un électron lié de l'atome. Ici, on a notre noyau, on a les électrons qui gravitent autour du noyau. Donc, l'électron qui est lié va être en interaction avec le photon incident qui va libérer un électron, qui va éjecter un électron. C'est ça la formule. On a une énergie cinétique, on a l'énergie du photon, moins l'énergie de l'électron lié. On a également l'effet Quanton. L'effet Quanton résulte de l'interaction d'un photon d'énergie euh, et un électron périphérique libre. Ici, c'était lié, ici, c'est libre, ou peu lié, si on peut le dire. Donc, quand le photon gamma interagissent avec un électron qui est peu lié, il y a le photon qui est diffusé et il y a un électron qui est éjecté. C'est la formule. On a également la création de paires électrons-positrons. Donc, le photon incident interagissent avec l'électron toujours, et puis ça libère, et s'éjecte l'électron et ça crée une petite particule de l'électron qui est le positron. Et toutefois, il faut signifier que l'interaction entre le photon et la matière se passe entre notre appareil qui est notre détecteur, le spectromètre gamma, et la matière le photon plutôt, qui est contenu dans le noyau de nos différents éléments radionucléides, le radium-226, le thorium-232, le potassium-40. Donc, quand ça libère le photon gamma, ça interagit avec la matière du détecteur, qui est, dans notre cas, le détecteur à germanium hyper pur. Toutefois, l'interaction réellement gamma se passe également dans le corps humain. Donc, en avançant, on va signifier cela également. Donc, les analyses ont été faites par la technique de spectrométrie gamma. Donc, c'est une technique non destructive plutôt, excusez-moi. Donc, ça ne nécessite pas de préparation chimique, c'est juste une préparation physique. Donc, elle est utilisée afin d'identifier et de quantifier les radionucléides par la mesure de l'énergie et du nombre de photons gamma d'un échantillon pendant une durée donnée. Donc, vu que quand le radionucléide produit du photon, et on ne sait pas à quelle dose ou bien à quelle quantité d'énergie notre radionucléide produit du photon gamma. Mais à partir du spectromètre gamma, on peut savoir quel est le photon, quelle est la qualité plutôt, donc l'analyse qualitative et la quantité. La qualité du photon, la qualité du radionucléide, soit c'est le potassium 40, soit c'est le thorium 232, soit c'est l'uranium 238, et ainsi de suite, soit que c'est le césium 237 pour la radioactivité artificielle. Et on doit également connaître quelle est la concentration de ce radionucléide-là. Et quand la concentration est élevée, c'est là qu'on peut dire que la population est exposée à une radioactivité élevée. Donc, l'appareil qui est le spectromètre gamma nous a permis de connaître quels sont les éléments, quels sont les radionucléides présents dans nos échantillons de ciment et quelle est leur concentration. Donc, ici, on a l'exemple d'un spectre, donc, d'un échantillon, spectre gamma de 1000 secondes, enregistré sans source de calibration avec un détecteur à germanium hyper pur le 16 février 2005. Donc, ici, on voit par exemple, on voit le plan 212, le plan 212 qui est un fils du thorium plutôt. On voit également le plan 214 qui est un fils de l'uranium. On voit l'actium 208 qui est un fils du thorium, du barium 214 qui est un fils de l'uranium. Et le potassium 40, ici, on prend directement le pic caractéristique. Par contre, pour connaître la concentration du thorium et de l'uranium 238, on passe par leur fils émetteur gamma. Donc, c'est là, ici, on explique tout ça. Donc, pour trouver la valeur de la concentration du radium
226, on passe par tous ces fils-là. Donc, quand on a eu à détecter, on appelle ça la chaîne de désintégration du radium 226. Donc, on ne peut pas détecter directement, connaître directement la concentration d'activité du radium 226. Mais on passe par ces fils émetteurs gamma. On a par exemple le radon 222, qui est un radionucléide gazeux et qui est très dangereux. Dans le laboratoire de physique nucléaire et application, il y a également beaucoup des chercheurs qui ont mené des études là-dessus. Et il y a d'autres qui ont soutenu leur mémoire là-dessus sur le radon 222, qui est un radionucléide très dangereux, gazeux, qui se trouve dans nos maisons. Donc, il y a le plan 214, par exemple, lors de nos analyses, on a eu le plan 214, le beryllium 214, on a également eu le plan 210. C'est à partir de ces trois éléments-là qu'on a eu leur concentration. On a calculé la moyenne pour aboutir directement à la concentration du radium 226. Donc, on ne peut pas déterminer directement la valeur du radium 226. Mais c'est à partir de ces fils, quand on calcule la moyenne pondérée des fils, on trouve la concentration du radium 226. De même pour le thorium 232, c'est ça la chaîne de désintégration. On a eu par exemple l'actinium 228, on a le beryllium 212, le thallium 208. C'est à partir de ces éléments-là, le plan 212 également. On a le plan 212, le thallium 208, le beryllium 212 et l'actinium 228. C'est à partir de ces quatre éléments-là, en connaissant leur concentration, on a eu à déterminer, monter pour déterminer la concentration du thorium 232. Par contre, le potassium 40, on a déterminé, on a eu directement la valeur du pic. Donc, je peux revenir ici directement. Le potassium 40, on prend la valeur du pic caractéristique. Donc, ici, quand on voit, il y a une énergie ici de 1,5 MeV. Donc, ici, on prend directement sa valeur. Donc, en tenant compte de ces énergies, il y a également une liste qui contient les données de chaque énergie. Par exemple, 1,5 MeV, qui est de 1500 keV quand on voit 1,5 MeV, directement, on se dit que c'est la valeur de la concentration et c'est la valeur, c'est le potassium 40. Donc, à partir de cette valeur-là, on détermine directement le potassium 40, connaissant l'énergie. Ici, on tombe sur la composition chimique du ciment. Déjà, le ciment à la base est composé du calcaire et de l'argile. À partir, quand on broie le calcaire et l'argile, on trouve ce qu'on appelle par le cliqueur. Le cliqueur est trouvé à 1450 degrés Celsius dans les fours rotatifs. Il y a d'autres ajouts comme le gypse, les laitiers, les schistes calcinés, les fumées de silice. Par exemple, ici au Congo, on produit souvent du ciment du type CM2, CM2L, le calcaire. Donc, on a déjà on a le calcaire et l'argile qui nous donne ce qu'on appelle par le clinker aussi. On ajoute encore une concentration, on ajoute encore du calcaire. Donc, quand on mélange le calcaire de base et l'argile, pour trouver le clinker, on ajoute encore le calcaire ou bien les laitiers et les sondes volantes, on trouve les différents types de ciment. On a le CM1, le CM2, le CM3, le CM4, le CM5, le CM6 également. Donc, le ciment est composé du clinker qui occupe 95% de la masse du ciment. Et on ajoute d'autres constitutions, par exemple le laitier, le schiste, les fumées de silice pour avoir plusieurs types de ciment. Donc, il y a les effets biologiques. Les gens pourront se poser quelle est l'implication du ciment sur la santé. On a ce qu'on appelle par les effets biologiques. C'est pour ça que j'avais dit que notre thème a associé la physique, l'environnement, la santé et on peut dire également la biologie. Donc, l'effet biologique, on a les effets déterministes, les effets aléatoires ou probabilistes. Les effets déterministes, en fait, ça se base sur des concentrations trop élevées. Déjà, ici, nous, on n'est pas dans ce cas-là. Nous, c'est dans les effets aléatoires ou probabilistes. Donc, quand la personne subit des concentrations très élevées, de, une dose très élevée de radionucléides, d'éléments ionisants, par exemple, un Gray qui est 1000 silver, ça cause des dommages énormes sur la santé de la personne qui est exposée. Mais nous, on a de ce cas, effet aléatoire ou probabiliste.
Donc, ce sont les effets stochastiques qui concernent les cellules, particulièrement l'ADN, qui est endommagé lors d'une interaction de rayonnement ionisant. Donc, déjà, à la base, chaque jour, il y a ce qu'on appelle par les lésions au niveau de l'ADN, de façon naturelle, des cassures au niveau de l'ADN. Mais les rayonnements ionisants peuvent encore renforcer ces cassures-là. Et quand il y a des lésions ou cassures, ça peut, quand ça s'est mal réparé, ça peut conduire à une mutation génique. Donc, quand l'ADN ne s'est pas bien réparé, ça peut occasionner une mutation génique et qui peut causer le cancer, les risques de cancer. Et ce sont des effets à long terme. Ça ne se manifeste pas directement. Ce sont des effets à long terme. Les gens pourront se dire que mais, depuis longtemps, je me suis abrité dans une maison construite à base de ciment. Je n'ai pas atteint, je n'ai pas attrapé le cancer. Mais ce sont des effets à long terme. Donc, quand la concentration est trop élevée, ça se manifeste au fur et à mesure. Et ça peut même se manifester non pas pour la personne qui est attaquée, mais pour ses descendants des générations à venir. Pourquoi? Parce que ça touche l'ADN. Nous tous nous savons que l'ADN en quelque sorte le code, la base de la vie. Quand il y a des mutations au niveau de l'ADN, non pas, peut-être que ça pourra causer des conséquences à la personne qui est exposée, mais ça peut causer également à des générations à venir. Donc, ces effets sont tardifs. Donc, le temps entre exposition réellement et apparition des effets. Il y a un lien YouTube ici pour vous suivre sur les effets quand vous cliquez sur les rayonnements sur la santé. Donc, la population peut subir l'exposition interne et exposition externe. L'exposition interne se produit lorsque les particules radioactives pénètrent dans l'organisme, par exemple, par inhalation et ingestion. De l'eau, par exemple, ça contient de la radioactivité quand la concentration peut être trop élevée, par exemple, le radon qui est contenu dans l'eau, ou bien le radon qui est contenu dans le vent, ça peut également occasionner des conséquences. Mais nous, on est ici sur l'exposition externe. Ça se produit par des rayonnements ionisants. Donc ici, on a exposition externe. Dans le rayonnement alpha, ça peut être empêché par un papier, un simple papier. Le rayonnement bêta, ça passe dans le corps, mais c'est empêché par l'aluminium. Et le rayonnement gamma, ça passe jusqu'à être empêché par le plomb. C'est pour ça que dans les hôpitaux, par exemple, là, on fait la radiographie, euh, le scanner et autres, on place les maisons construites à base de plomb pour éviter que les rayonnements gamma puissent s'échapper de la maison. Donc, c'est l'exposition externe. L'exposition interne par ingestion, quand on prend de l'eau, par exemple. Donc, on entre sur les matériels et méthodes. On a eu à étudier ces trois types de ciment. Mais pour des raisons euh, du labo, on n'a pas désigné les noms de ces différents échantillons. Donc, on a le ciment B, le ciment B, le ciment A, le ciment C. Mais sinon, on a eu à travailler sur ces trois qualités de ciment, Dangote, Sonor et Fospak. Ici, sur les sacs de congélation, on a eu à étiqueter notre ciment. Ici, par exemple, c'est SN8, donc Sonor 8. Ici, on a eu à placer ces échantillons de bouteilles en plastique. Donc, la préparation physique, une fois l'échantillon placé dans le sac de congélation, le bouteille en plastique, ils ont été déversés dans le bocaux, puis placés dans une étuve pendant 105 degrés Celsius afin d'éliminer l'humidité. Donc, les échantillons ont été séchés pendant un jour à 105 degrés non-stop afin d'éviter l'humidité. Les échantillons ont été ici pesés sur une balance. Ils ont été placés dans une armoire pendant 30 jours afin d'atteindre l'équilibre séculaire entre les pères et les fils. Par exemple, l'uranium 238, ses fils, il y a le radium 226. Le radium 226 a pour fils le radon. Donc ici, on a eu à sceller l'échantillon et placer pendant 30 jours afin d'éviter l'émanation du radon, qui était un radionucléide gazeux qui peut s'échapper après 3 jours. Donc l'échantillon, après 30 jours, l'échantillon a été prêt pour la mesure. Donc, avant d'analyser l'échantillon, on a eu d'abord à calibrer notre détecteur afin de voir si le détecteur fonctionne très bien. Donc, la calibration a été faite à partir de l'étalon de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui nous a soutenus avec tous ces appareils-là. De AUA 410 Bikini Atoll qui contient tous ces radionucléides. On a eu à calibrer en énergie, en efficacité. Donc, la calibration en énergie, c'est la courbe de l'énergie par rapport au canot. Et la calibration en efficacité, c'est la courbe de l'énergie par rapport à l'efficacité du détecteur. Donc, ça, c'est la chaîne de mesure de notre laboratoire de physique nucléaire et application. On a le château de plomb. Ici, il y a le détecteur qui se trouve à l'intérieur.
Ici, c'est l'analyse multicanaux. Il y a le convertisseur analogique. Ici, on a l'appareil qui nous permet de voir les spectres qui vont nous permettre d'identifier les radionucléides présents dans notre échantillon. Donc, on a utilisé le logiciel Génie 2000 pour les analyses. Ici, c'est le laboratoire de germanium hyper pur. Donc, on a eu à calculer 12 paramètres pour chaque échantillon, pour chaque qualité de ciment. Donc, au total, 36 paramètres, 36 calculs ont été faits. Donc, chaque paramètre, pour 12 paramètres, chaque qualité de ciment, 12 paramètres. On a l'activité du radium équivalent. On a donc la limite Ansker 2000 est de 370 becquerels par kilogramme. Donc, dépasser cette valeur, la population est exposée au rayonnement ionisant, au cancer notamment. Donc, Ansker 2000, qui est la référence, on a le début de dose absorbée à l'intérieur. Quand la population se trouve à l'intérieur, il y a une dose que la population absorbe par rapport à l'heure à l'extérieur. Donc, pour le début de dose absorbée à l'intérieur, on a eu 60%, à l'extérieur, on a eu 40%. Notons que ces valeurs, ces pourcentages d'occupation varient par rapport aux régions. Donc, la dose effective annuelle interne, c'est ça la limite. Il y a le risque de cancer interne qui nous permet de savoir, qui est un facteur qui nous permet de savoir à quel niveau la population est exposée au risque de cancer. Il y a interne, donc à l'intérieur de la maison, externe dehors. Il y a toutes ces limites-là. Donc, une fois atteint ces limites, la population est exposée. Dans l'équivalent de dose gonadique annuelle qui concerne les gonades, les testicules et autres, on a l'indice de risque interne qui permet de connaître la concentration, comment la population est exposée au radon. Externe, c'est pour limiter l'exposition à 1 millisievert par an, qui est la limite. On a l'indice de risque alpha, qui est pareil avec l'indice de risque interne, l'indice de risque gamma, qui est pareil avec l'indice de risque externe. Donc, les résultats trouvés. Donc, ici, je disais très bien, on a eu le ciment A. Le ciment A, on voit que le minimum ici, c'est par rapport au radium. Donc, on a le radium 226, le thorium 232 et le potassium 40. Les concentrations du radium 226, le minimum, c'est de 7,970 et le maximum, c'est 153,523. Et le maximum est déjà supérieur à la limite d'Asker qui est de 35 becquerels par kilogramme. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une exposition, une forte exposition à la radioactivité naturelle que la population congolaise subit. Donc, le thorium 232, le minimum, le maxi, ça n'a pas atteint la valeur qui est de 30 becquerels par kilogramme, la limite. Donc, il y a une distribution non uniforme des radionucléides. Donc, tout cela dépend. Donc, les concentrations d'activité dépendent de la composition chimique du ciment. Donc, chaque qualité de ciment a sa composition chimique qui diffère de quelques pourcentages. Donc, il y a le ciment B. Au niveau du ciment B, il y a vraiment une exposition énorme. Le ciment B, le minimum, c'est 9,781. Le maximum, c'est 431,382. Si on peut dire, c'est peut-être plus de 10 fois la valeur de plus de 10 à 12 fois la limite qui est de 35 becquerels par kilogramme, selon Ansker 2000. Le théorème 232, la limite, le maximum ici est plus élevé également à la limite. Là, on écrit ND, c'est qu'il n'y a pas eu, on n'a pas eu à détecter le potassium 40 au niveau, on n'avait pas au niveau, le minimum c'est le non détectable. Et puis, dans d'autres échantillons, par exemple, on n'a pas eu à détecter. Par exemple, vous voyez ici, on n'a pas détecté le potassium 40. Il y a deux échantillons où on a détecté le potassium 40 qui est de 666, qui est largement supérieur à la limite qui est de 400 becquerels. Pour le ciment C, il y a le potassium 40 n'existe pas. On n'a pas eu à détecter le potassium 40. Nous signons l'absence du potassium 40. Cela pourrait être dû au procédé de fabrication de cette marque de ciment. Parce que chaque marque de ciment a sa façon de procéder pour la fabrication du ciment. Donc, ici, c'est la moyenne. Donc, on a eu à avoir des échantillons parce qu'ici, on a 8 échantillons. Ici, on a 7 échantillons. Ici, on a 8 échantillons. Et puis, on a fait la moyenne de chaque qualité de ciment. Ici, c'est pour le ciment A. Ici, on voit sa valeur, c'est 59,541.
Donc, toutes les qualités de ciment, leurs moyennes sont supérieures à la limite d'un que de 35 becquerels par kilogramme. Donc, la population est exposée. Par exemple, on voit le ciment B ici. C'est presque deux fois la valeur de la limite. Le ciment A, 1,5 fois le ciment B, c'est proche de la valeur. Indiqué qui est de 35 becquerels par kilogramme. Pour le théorème 232, on voit que la limite est de 30 becquerels par kilogramme. Nos valeurs ont été inférieures à la limite d'Ansker. Pour le potassium 40, toutes les valeurs ont été inférieures à la limite d'Ansker, qui est de 400 becquerels par kilogramme. Mais au niveau du radium 226, on voit que les valeurs sont supérieures, largement supérieures à la limite d'Ansker. On continue. Donc, nos concentrations d'activité ont été comparées avec deux études. Donc, on a eu les trois qualités de ciment, on a eu à en faire encore une autre moyenne pour avoir le résultat de la République du Congo. Donc, c'est une donnée de base parce que c'est la première fois qu'une étude a été réalisée sur le ciment en République du Congo. On consomme le ciment, mais on ne sait pas que c'est radioactif. Ou bien on sait, mais on n'a pas eu à mener les études là-dessus. Grâce à l'AUA et le laboratoire de physique nucléaire et application, notamment qui se trouve au niveau de l'Institut de recherche sciences exactes et naturelles IRSEM, on a eu à avoir ces données. Donc, au niveau du radium 226, notre valeur est inférieure à celle trouvée au Sénégal et en Éthiopie. Par contre, elle était supérieure à celle trouvée en Slovaquie, au Ghana, au Maroc, en Tanzanie, en Algérie, au Cameroun, en Zambie. Donc, il y a beaucoup de valeurs que nos valeurs ont été supérieures. Donc, au niveau du théorème 232, notre valeur a été inférieure à celle trouvée au Ghana, en Tanzanie, en Éthiopie, en Algérie. En Zambie, par contre, elle a été supérieure à celle trouvée en Slovaquie, au Sénégal, au Cameroun. Au niveau du potassium 40, notre valeur a été supérieure à celle trouvée au Sénégal. Par contre, a été inférieure à celle trouvée dans toutes les études. On a toutes ces références qui sont là. Donc, on vient sur les paramètres radiologiques, les paramètres radiologiques qui nous permettent de connaître l'exposition de la population. Donc, on a l'activité du radium équivalent. Donc, la limite est de 370 becquerels par kilogramme. Donc, toutes ces valeurs ont été trouvées par la moyenne. On a eu à faire la moyenne de chaque ici, de chaque échantillon. Par exemple, l'échantillon qui a 7, et le ciment, la quantité de ciment qui a 7 échantillons, on fait la moyenne et on trouve, par exemple, 145, de toutes ces valeurs ont été inférieures à la limite d'un qui est de 370 becquerels par kilogramme. Au niveau de la dose plutôt, la dose absorbée à l'intérieur, donc à l'intérieur de la maison, la valeur de la marque de ciment B, on voit que la marque de ciment B a une valeur plus élevée, plus supérieure par rapport à d'autres marques. Donc, c'est quand même quelque chose à constater. Certes, on n'a pas eu à donner la qualité du ciment ici, mais sinon, c'est quelque chose à remarquer de près. Donc, la valeur a été supérieure à la limite parce qu'il y a d'autres valeurs. De même, ici, la valeur du ciment 2 persiste toujours supérieure à la limite d'un scale. D'accord? Au niveau de la dose effective annuelle, donc la dose que la population peut absorber annuellement, la limite est de 0,41 millisievert par an. Par contre, la valeur du ciment B toujours est supérieure à la limite. De même pour l'équivalent de dose, la dose effective annuelle à l'extérieur. Le ciment B persiste toujours. Ici aussi, on voit le ciment A, dont la valeur est un peu proche de la limite. Par contre, le ciment B, la valeur est presque deux fois la limite d'un scale. Pour le risque de cancer à l'intérieur, la limite est de 1,16 fois 10 exposant moins 3. Par contre, la valeur du ciment B est toujours supérieure. Le ciment B continue toujours supérieur à la limite qui est le risque de cancer à l'extérieur, qui est de 0,29 fois 10 exposant moins 3. Pour la dose gonadique annuelle, la dose gonadique, l'équivalent d'une dose gonadique annuelle, qui concerne les gonades que j'avais dit, euh, le ciment B continue toujours à valeur supérieure à la limite. Par contre, les deux autres marques de ciment sont inférieures à la limite. Sur les paramètres radiologiques, la limite ici, le risque de cancer, l'indice de risque interne, externe, les valeurs sont égales à l'unité. Donc, toutes les valeurs, les trois marques ont été inférieures à la limite. D'accord? Merci beaucoup. En conclusion, on peut dire que la concentration d'activité du radium 226 des trois marques de ciment est supérieure à la limite d'un SCARE 2000.
Et les concentrations d'activité des radionucléides étaient globalement inférieures aux limites recommandées par l'ANSCARE. Parce qu'on a trois marques de ciment. Et si la marque B, par exemple, a des valeurs plus élevées que les deux autres marques, mais quand on fait la moyenne, on voit que c'est globalement inférieur aux limites recommandées par Ansker. Parce que certains pourront se poser des questions comme s'il y a une contradiction. Non. On a eu la globalité, la généralité, la généralité. Maintenant, nos concentrations d'activité étaient inférieures et supérieures à d'autres études réalisées dans d'autres pays. Donc, la majeure partie des paramètres radiologiques inférieurs aux normes mondiales. Quelques paramètres trouvés supérieurs se trouvaient généralement de la marque de Simon B. Mais la plupart des paramètres radiologiques euh, supérieurs à la limite se trouvaient dans la marque de Simon B. Donc, la marque de Simon B est plus radioactive que les deux autres marques de ciment. Ça doit nous alerter. Donc, les ciments, en général, les ciments présentent donc un risque radiologique moins considérable, en général. Mais une surveillance régulière des matières premières contenues dans le ciment est toutefois nécessaire. Parce que le problème, ce n'est pas le ciment. Le problème, c'est les radionucléides qui sont utilisés pour la fabrication du ciment. La concentration étant élevée, ça cause euh, des dangers sur la santé de la population, notamment le cancer. Donc, en perspective, nous suggérons l'évaluation de la radioactivité des autres matériaux de construction. Les briques en argile, par exemple, c'est également radioactif. Le sable que nous utilisons pour construire les maisons. Les graviers, on peut également ajouter les granites, par exemple, qui est tellement radioactif. Il y a l'évaluation dosimétrique élargie en intégrant la dosimétrie interne, l'inhalation de poussière. On peut également inhaler les poussières. Donc, on peut ingérer également les poussières. On peut ingérer par accident les poussières, surtout ceux-là qui sont là où on fabrique le ciment et ceux-là qui, euh, soulèvent les sacs de ciment, ils peuvent ingérer ou bien inhaler facilement les poussières. Donc, on suggère également une étude là-dessus afin de compléter l'évaluation du risque. Parce que nous, on s'est basé sur le risque externe. Il y a également le risque interne. Bon, enfin, nous suggérons la sensibilisation et la communication en informant les industriels, architectes et décideurs politiques sur les risques potentiels et les bonnes pratiques en matière de sélection des matériaux de construction. Parce que le ciment, on utilise ça à tout moment. La production est énorme, est trop élevée. On consomme le ciment à des tonnes élevées. Donc, vu qu'on consomme tellement le ciment, ça doit nous alerter, surtout les décideurs politiques. Malheureusement, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait un organe régulateur au niveau du Congo pour euh, s'occuper de toutes ces questions-là. Mais des conférences et webinaires pareils pourra interpeller la population, surtout la population congolaise, sur les bonnes pratiques en matière de sélection des matériaux de construction. Et ça doit nous alerter, nous tous. Euh, Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Matouane Domingue et Asante Sam. Merci beaucoup. Oui, merci, Monsieur Mabroussi. En tout cas, c'était un très beau travail. Merci pour cette agréable présentation. Donc, vous avez fait 36 minutes. Donc, on a gagné déjà 4 minutes. Donc, on aura 24 minutes pour les questions. Bon. Euh, vous allez tout simplement, donc, rebonjour à tous, pour tous ceux qui sont arrivés en retard. Donc, vous allez tout simplement lever votre main et on va prendre toutes les questions. Mabossi, tu vas noter les questions et après, tu vas répondre à ces questions-là directement en vague. Donc, succès. Donc, on va prendre toutes les questions directement et Mabossi va répondre à toutes les questions. Donc, ça ne sera pas dire, donc, une discussion directe, donc questions-réponses, mais on recueille d'abord toutes les questions et après, on procède aux réponses aux questions. Donc, je vais vous donner le micro. Vous vous présentez rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Votre nom, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et vous allez droit à la question. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas poser les questions, n'oubliez pas, il y a le chat qui existe. Tapez votre question dans le chat. Voilà. Donc, Monsieur Rudy, à vous. Monsieur Rudy, vous avez levé la main.
Ok, bonsoir. Vous Oui, m'écoutez là? bonsoir. Oui, on vous écoute. Ok, ok. Monsieur Maboussi, premièrement, félicitations pour ce beau travail, c'est vraiment formidable. Bon, ma question est tout simplement, dans tes résultats, tu as trouvé que la majorité des marques de ciment contiennent une quantité de radon qui est supérieure aux normes, c'est ça, si je ne me trompe pas? Euh, c'est la marque de ciment B qui est supérieure, pas la majorité, la marque de ciment B. Ok, la marque de ciment B qui est supérieure, la quantité de radon est supérieure aux normes internationales. Bon, ma question est celle-ci. Quelles recommandations tu pourras donner aux usagers de ces marques de ciment? Ceux qui utilisent ces marques de ciment, quels sont les conseils ou les recommandations que tu pourrais les donner? C'est tout. La question est notée. On va passer à la question suivante. Une autre question? Oui, Monsieur Kaya Mabiala. Merci. Alors, rebonsoir à tous Oui, bonsoir. et, et félicitations pour la présentation de M. Maboussi. C'est vraiment intéressant, hein? Et je crois m'avoir. Je m'étais présenté au début, hein, peut-être pour les Oui. retardataires. Je suis le chef de service des substances explosives et radioactives à la Direction générale des mines. Donc, je travaille beaucoup sur un peu des questions liées avec les normes, tout ça. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être des contributions, hein. Il y a tout à l'heure, vers la fin, là, il parlait de l'organe de réglementation au Congo. D'ici peu, il y a une loi qui a été déjà adoptée au Parlement, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, ça n'attend plus que la promulgation. Donc, dans un avenir proche, peut-être, je ne saurais dire quoi que ce soit, 2, 3 mois, je ne sais pas. Mais bref, donc d'ici peu, il y aura un cadre institutionnel, côté le cadre légal aussi, il y a une autre loi qui réglemente un peu toutes les activités dans ce sens. Donc, il y aura vraiment un cadre juridique adéquat pour qu'on puisse un peu mieux adopter un certain nombre d'approches dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce que j'ai... Les résultats de M. Mabossi suscitent une certaine tendance alarmiste. Tel qu'on a suivi la présentation, ça peut pousser à être un peu alarmiste. Je crois que c'est un travail qui doit être vraiment affiné, hein, parce que les risques d'exposition interne, c'est beaucoup plus au niveau peut-être professionnel, ceux qui travaillent, ceux qui manipulent ce ciment-là, surtout au niveau des usines de fabrication. Maintenant, le caractère radiologique, une fois qu'on a déjà utilisé pour construire les maisons, il va falloir aussi qu'on essaie, parce que selon qu'on mélange avec les autres matériaux, est-ce que si les matériaux qu'on utilise par la suite à mélanger avec le ciment, au niveau de ces matériaux, l'activité massique n'est pas aussi important que celle telle que présentée dans le ciment pendant la présentation. Et du coup, la résultante sera telle qu'on n'aura plus une forte concentration
massique, hein, l'activité spécifique va donc diminuer. Ça ne sera plus vraiment tel qu'on a étudié sur le ciment. Moi, ça me surprend un peu, mais c'est des résultats tels qu'il a bien présenté l'approche méthodologique. C'est-à-dire là, on a vu les limites en activité massique. La problématique, est-ce que c'est souvent, on a toujours eu des enjeux de radioprotection pour du côté un peu dans le Mayombe, peut-être les formations du Chaillou aussi. Là, vraiment, généralement, on a des activités parfois qui avoisinent 10 fois le bruit de fond, hein. Par exemple, à celui qu'on tenait sur peut-être les grès de l'Inquisi, tout ça. Et voilà un peu, ma contribution va un peu dans le sens, et il va falloir affiner maintenant par la suite, parce que tel que présenté ici, est-ce que le caractère radiologique tel qu'il est présenté, une fois qu'on a construit une maison, et restera le même? C'est ça le problème aussi. Ça suscite un peu un questionnement. Et, et dans tout cela aussi, tel que pour les écoles, et ici c'est les habitations, et il faut tenir en compte aussi les temps d'exposition, parce que quand on fait l'évaluation des risques, on tient compte de tout cela. Et il ne suffit pas parce qu'on a eu une activité spécifique donnée. Maintenant, il faut, si c'est une école, par exemple, qu'on construit avec, est-ce que c'est faisable? Et y a-t-il danger de radioprotection si on utilise un tel ciment pour construire une école? Et en ce moment, on tient en compte le temps que les élèves doivent passer dans ces salles de classe. Et si c'est, par exemple, on utilise comme géomatériau peut-être pour faire une chaussée, un goudron, et vous voyez que les enjeux vont varier aussi. Bref, voilà un peu ma petite contribution. Je laisse le temps à ceux qui ont des questions. J'en ai terminé. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Mabiala. Donc, l'équipe est là. Donc, il faudrait, Monsieur Mabossi, n'oubliez pas de contacter Monsieur Mabiala pour aller en profondeur. Hein, donc, ces genres de réunions sont là pour D'accord. fédérer aussi les politiques, pour fédérer les agents civils avec. Donc, tu as souligné le problème, donc il y a un besoin qui est là, on a besoin de savoir, en savoir plus, peut-être faire même des contre-études, expertises pour vérifier est-ce que vraiment le ciment B est là, commencer voilà, à parler, à pointer du doigt pour protéger nos citoyens. On prend la prochaine question. C'est juste que pour que tout le monde ait le temps de parler, comme ça après la prochaine question. Ah, voilà, professeur Ouattara a une question. Merci. Oui, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, très bien, professeur. Voilà. Je voulais dire que je voulais commencer avant tout par apprécier l'initiative. Je trouve que c'est une bonne initiative de laisser parler les gens sur des thématiques qui sont très intéressantes pour notre société. La thématique des cimenteries est une thématique très intéressante qui avait fait que il y a un peu plus de 5 ans, moi, j'ai essayé d'étudier l'impact de la cimenterie de l'UTT sur la santé des populations dans le secteur de l'UTT. Évidemment, on s'est rendu compte que en dehors du risque qu'il y avait à la carrière, il y avait surtout un risque lié à la poussière au niveau du site de l'UTT parce que l'on avait observé que il y avait une couche de poussière qui se développait, qui se déposait même dans les maisons fermées.
Et lorsqu'on a fait une petite enquête auprès des populations, on s'est rendu compte qu'il y avait des maladies pulmonaires qui se développaient dans la ville. C'est vrai qu'on n'a pas publié encore ces résultats parce qu'on voulait consolider en essayant d'étudier la composition de la poussière, mais bon, on n'a pas pu avoir des instruments pour pouvoir échantillonner les poussières qui se déposaient dans les maisons, parce qu'on voulait le faire de manière temporelle, savoir au cours, par exemple, d'un mois ou au cours d'un trimestre, quelle est la quantité de poussière qui s'est déposée. Et là, on n'a pas pu répondre à cette question et bon, voilà, on a reporté pour prochainement en attendant d'avoir d'autres éléments. Mais je trouve que l'étude abordée ici est très intéressante, dans ce sens que, en dehors de cette poussière, qui d'ailleurs nous avons constaté avait un impact sur la photosynthèse, parce que la poussière se reposait sur les, les feuilles de la végétation dans la ville, et donc avec une perturbation possible de la photosynthèse, aussi bien au niveau des produits vivriers, que sur euh, la végétation en général. Et puis, donc, avec ce qu'il peut avoir comme impact sur la séquestration du carbone. Mais nous avons constaté surtout l'effet de la maladie pulmonaire qui avait attiré notre attention. Ici, avec les observations, ou du moins les hypothèses que l'on peut faire sur les données que présente la radioactivité, il apparaît nettement qu'il faut approfondir la question parce que c'est vrai que ça ne semble pas révéler un risque grave sur la population, sinon on serait alarmiste, bien entendu. Mais je pense qu'il faut poursuivre ces observations pour voir quel effet pourrait faire un ciment qui a déjà un niveau assez élevé de radioactivité, lorsqu'on l'utilise, par exemple, pour construire des maisons, surtout que nous avons en plus le ciment, même si l'on le mélange avec du sable, il faut aussi essayer de voir si réellement ce ciment mélangé au sable et à l'eau avait quel effet sur la radioactivité naturelle que vous avez pu mesurer. Ça, c'est très important parce que euh, nous pouvons être dans la situation d'une ville américaine, que je ne me souviens plus très bien, qui avait été aménagée avec des déchets de pneus et qui a fini par développer des maladies quelques dizaines d'années plus tard. Et bon, nous vivons dans les maisons bâties avec ce ciment sans connaître les dangers. Et il serait nécessaire évidemment d'explorer ce camp et surtout pouvoir suggérer des mesures à prendre, surtout au niveau des cimenteries, pour essayer de, d'amoindrir ou du moins de diminuer l'impact de ces ciments sur la population. Ça, c'est très important. Je sais, c'est vrai, que les approches que nous avons eues au niveau des cimentiers laissent à croire qu'eux, ils n'aiment jamais qu'on veuille travailler sur leurs produits. Ce qui est un peu embêtant parce que je me rappelle avoir eu des réponses négatives chaque fois qu'on voulait faire une enquête, interroger les responsables sur leur façon de faire. Mais il est très probable aussi qu'ils s'opposent à la prise des échantillons. Bon, heureusement que les échantillons, on peut les prendre dans la ville sans, sans les consulter. Mais maintenant, est-ce que les résultats que l'on aura, ils accepteront d'être conseillés pour
que la qualité finale de leur produit lorsqu'il sera utilisé par la population soit améliorée. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que je voulais poser la question, quelle est l'hypothèse selon vous par rapport aux lectures que vous avez eues sur le risque d'habiter une maison construite avec des matériaux présentant déjà une forte activité radioactive? Quelle est l'hypothèse que l'on peut émettre sur ces ciments-là? Merci, c'est ça ma première question. Merci, professeur Ouattara. En tout cas, merci pour cette sensibilisation-là. Donc, souvent, nous les jeunes, on envoie des entreprises, mais on n'est pas curieux sur l'impact que procurent nos activités industrielles. Il y a une deuxième question? Donc pour l'instant, je m'arrête là. D'accord. OK. On va encore prendre. Il y a des questions? S'il n'y en a plus, donc on va procéder à la réponse aux questions. Pour les retardataires, bon, on pourra encore prendre une dernière question. Voilà, Monsieur Maboussi, à vous. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kaya, Monsieur le professeur Wata et autres. Monsieur Rudy pour la question également. D'accord. Merci beaucoup pour les contributions et les remarques. On va en tenir compte. Donc, sur la question de Monsieur Rudy, recommandations pour les consommateurs de ciment. Déjà, à la base, dès qu'on a suggéré comme perspective, ce sont des organes de régulateurs qui doivent décider. La population n'a rien à décider là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, la population, le manque d'information existe déjà. Donc, avant de tenir peut-être ce webinaire-là, il y avait beaucoup qui ne savaient pas que le ciment est radioactif. Beaucoup. Donc, du coup, la population a un problème d'information. C'est aux organes régulateurs tels que M. Kael nous a rassuré qu'il y a déjà une loi qui a été votée, d'ici peu on aura. Donc, c'est à l'organe régulateur de décider et d'aller continuer de mener les études si réellement les résultats qu'on nous a trouvés, considérer ces résultats et continuer encore à mener d'autres résultats afin de prendre une conclusion sur euh, la fabrication du ciment par ces marques de ciment telles que le ciment B. Déjà, j'ai suivi une fois à la télé, je crois que c'était sur Vox TV, il y avait une rencontre de la ministre de l'Environnement et la, les fabricants de ciment, je crois, Sonoc ou Forspac, si je ne me trompe pas, c'était sur l'environnement. C'est-à-dire que la façon dont ils produisent le ciment, est-ce que ça, quand ça émet des gaz, est-ce que ça pollue pas l'environnement? Donc, il y avait une rencontre avec le ministre. C'est ce genre de rencontre-là qu'on veut également en ce qui concerne les recommandations que les organes régulateurs de le futur peuvent donner et puis, à ces marques de ciment afin que ça puisse aider la population. Sinon, de base, la population n'a pas un mot à dire par rapport à cela. C'est ça ma réponse. Je vais répondre aux deux questions directement, bien. Oui, que je- tout directement. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Wata. D'accord. L'hypothèse de ciment présentait de fortes concentrations de radioactivité. C'est clair. Quand un ciment, euh, déjà, au départ, je vais dire que parce que tout ce qui nous entoure est radioactif. L'eau est radioactive. La banane que nous consommons contient du potassium 40, c'est radioactif. Le problème, c'est pas peut-être la radioactivité, c'est la concentration. Déjà, si il y a des fortes concentrations, ça veut dire que l'hypothèse est que la population est exposée et ça conduira à des risques de cancer à long terme. C'est ça ma réponse. Je ne sais pas si le professeur est satisfait. Euh, allô? Oui, alors, on Allô? t'écoute. Ah, d'accord. C'est ça Oui, Monsieur ma- Mabiala qui veut te répondre. Ah, d'accord. Monsieur Mabiala, Oui, vous avez d'accord, la monsieur. parole. D'accord, monsieur Mabiala. Alors,
je profite de saluer le professeur Ouattara. Ok, donc je disais, moi, je suis un peu attiré l'attention de tous les collègues qui sont en ligne là, qui participent. Et question de ne pas, vous voyez, c'est comme il venait de repréciser tout de suite, Monsieur Mabossi. Et faut pas, on ne doit pas être trop alarmiste. Moi, là où je vis, par exemple, il m'arrive parfois, hein, j'essaie de, par curiosité, depuis que je travaille sur ces questions, j'essaie de mesurer les débits de dose au contact des murs, tout ça. Et parce que ça devrait être en 2019, j'étais sur une plateforme onshore à Pointe-Noire. Ils ont utilisé le granit du Mayombe pour faire les travaux de terrassement. Et nous étions dans le cadre pour inventorier une campagne nationale, on devait inventorier les sources radioactives. Mais bizarrement, il y a eu des endroits où la source, vous êtes très loin, mais vous vous retrouvez avec un bruit de fond qui ne pouvait pas s'expliquer. Et du coup, ça a suscité un questionnement. Mais dès qu'on quittait le remblai de gravier de granit, là, on retombait sur des bruits de fond vraiment normaux. Et on avait compris le problème, c'était ce granit-là. Et depuis là, par curiosité, hein, il m'arrive même, quand je suis à Pointe-Noire, que ce soit à l'hôtel, je me fais la peine parfois de vérifier. Et du coup, on peut comprendre qu'il y a vraiment un problème. Oui, ça, il va falloir vraiment affiner les travaux dans ce sens. Sinon, surtout pour ceux qui construisent parfois, avec les sociétés chinoises là où les poussières là sont utilisées comme sable aussi. Au niveau des stations de concassage, quand on a fini de broyer tout ça, on a la fraction la plus fine là est utilisée parfois avec le ciment pour fabriquer des briques et parfois même jusqu'à faire des enduits. Là, ça peut se révéler parfois compliqué. Le caractère radiologique de telles maisons peut vraiment susciter des problèmes de radioprotection. Et quand les enduits sont utilisés, par exemple, avec le sable, ce qui est purement alluvionnaire, là, ça devient un peu comme un écran. Donc, c'est un peu des paramètres comme ça. C'est complexe quand même. Mais il va falloir... il y a peut-être même des sujets de thèse là. Et c'est vraiment des travaux qu'il faut, dans l'avenir, affiner dans ce sens pour être rassuré et de la qualité de vie des uns et des autres. On aura tout le temps, hein, s'il y a lieu, on pourra toutefois essayer de discuter longuement. Mais nous ne devons pas trop être alarmistes. Sinon, bientôt, ceux qui ont suivi la présentation, le ciment, on risque de créer quelque chose pas bien dans la population. Je le dis pourquoi. Tout récemment, je suis passé à Dangote, c'était le 28 janvier, je crois. J'étais là, j'avais fait une communication, peut-être 3 ans avant. Et après, 2 ou 3 ans avant cela, sur les risques d'exposition radiologique, comme ils ont quelques sources radioactives, alors que j'étais très explicite en faisant comprendre les uns et les autres, et même pas 5% du personnel était concerné tant que les sources sont aux emplacements tels que ça y est, et tant que il n'y a pas une situation quelconque, genre explosion ou quoi. En tout cas, il y a peut-être 95% du personnel ne passeront même pas, ne serait-ce que même à 10 mètres d'une source à Dangote. Là. Mais dès que j'ai tourné le dos, on expliquait aux gens, voilà les effets stochastiques, les effets déterministes, tout en précisant à quel moment ces effets-là peuvent se manifester. Mais après, certains ne voulaient même plus, dès qu'ils arrivent au boulot, tu dois aller travailler là-bas, mais non, il y a la radioactivité. Et c'est le retour qu'on m'a fait.
c'est le retour qu'on m'a fait. Et le QHSE, le responsable QHSE, a eu du fil à retordre après mon passage là-bas. Donc, on a connu aussi une histoire parfois avec les hommes politiques où c'est une source qui est peut-être au port de Pointe-Noire. Après, c'est des problèmes. Ah là là, c'est le 4 mars, donc. Et pour vous et nous qui avons un certain bagage intellectuel, vraiment, et sachant comment parler de ces sujets, surtout quand on est devant des gens qui ne savent rien de tout ça. La radioactivité en nous et dans l'air partout, on a la radioactivité. Et aussi longtemps qu'on a des valeurs, surtout quand c'est la radioactivité naturelle, et qui ne suscite pas danger de radioprotection, il n'y a pas à s'alarmer. Hein? Donc, sachant vraiment comment communiquer, sinon on peut créer un autre problème là où bientôt des gens vont peut-être se dire ah mais dans ma propre maison je suis en danger ou bien c'est pas comment bon. Ça risque de créer une psychose. Voilà un peu ce que j'ai voulu un peu. J'ai voulu interpeller les uns les autres, nous qui avons participé à la présentation de tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la sagesse des aînés. Parce que les jeunes, comme on dit, ils sont très impulsifs et ils veulent à tout prix, voilà, parler de leur contribution. Professeur Ouattara, vous voulez compléter quelque chose? Oui, je voulais dire à propos du granit. Premièrement, je voulais un peu dédramatiser la situation sur la radioactivité naturelle qui existe un peu partout. Et je voulais dire que finalement, lorsque vous faites un entretien, comme l'a dit M. Kaya Mabiala, dans une entreprise, il faut vraiment savoir à quel euh, niveau d'agent s'adresser. Parce que la communication n'est pas bonne pour tout le monde. Il faut que ce soit des gens qui comprennent déjà ce que ça veut dire. Sinon, dès que vous parlez radioactivité, les gens savent que c'est dangereux, surtout quand vous dites qu'il y aura un cancer, tout le monde risque d'être méfiant. C'est pour ça qu'il faut savoir adapter la communication au niveau des interlocuteurs, des gens qui vont écouter. Mais, qu'à cela ne tienne, au niveau de la recherche, nous avons intérêt à approfondir. Pourquoi? Parce que notre but, c'est bien caractériser l'environnement et éventuellement faire des propositions pour réduire les impacts éventuels. Parlons du granit au Congo. Je veux dire, moi j'ai mené une campagne de prospection dans le Chahut et je vous apprends que il m'est arrivé un moment où j'étais en train de faire de la prospection du diamant et de l'or dans un secteur. Après, je me suis rendu compte que le labo où j'entreposais les échantillons était devenu très, euh, très fort en radioactivité, dépassant vraiment les limites. J'ai été obligé même de euh, remodeler, hein, de reconstruire l'entrepôt parce qu'il fallait aérer, parce qu'il fallait éloigner de l'autre là, du reste des habitations de notre chantier, parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'était un granit quasiment radioactif. C'est vrai que nous, on avait la mission de rechercher les gisements d'uranium dans l'autre là, dans le Congo occidental. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était bien de rechercher même ces gisements-là dans le Chahut, puisque je pense que ce granit-là pourrait être un granit fortement radioactif. Mais les gens utilisent bien entendu ce granit en cassant un peu pour aller faire les fondations des maisons sans le savoir. Donc tout ça, euh, c'est un appel à de la recherche scientifique, c'est un appel à un questionnement. Ce qui est très embêtant, c'est que
nous avons toujours l'impression que les décideurs ne s'intéressent pas trop à ce qui se fait dans la recherche. Si bien que, en tant que chercheurs, nous avons intérêt à essayer de trouver les moyens pour impliquer les décideurs, pour qu'ils sachent que il est tout à fait intéressant pour nous et pour le pays de s'intéresser aux quelques recherches. C'est vrai qu'on ne fait pas des recherches fabuleuses, mais les quelques petites thématiques qui se développent dans le pays sont des thématiques, à mon avis, très appliquées aux besoins de protection, aux besoins de développement de notre pays. C'est pour ça que nous devons faire un effort. Et pour cela que j'apprécie, par exemple, l'initiative de Congo Science, de faire des exposés comme ça, en espérant que, un peu, petit à petit, il va falloir essayer de vulgariser ce genre d'entretien, surtout au niveau des responsables qui sont proches des décideurs, parce qu'il faut qu'ils aient l'information. S'ils n'ont pas d'information, ils ne savent pas. On nous dit toujours que la recherche se fait seulement dans les labos et on ne communique pas. Ça, c'est vrai. Beaucoup de résultats sont très intéressants. Nos décideurs ne le savent pas. Raison pour laquelle, même lorsqu'on leur demande de financer la recherche, ça ne paraît pas être une préoccupation. Lorsqu'on leur demande d'organiser les équipes, par exemple, ou alors la construction des laboratoires qui manquent aux chercheurs pour faire une contribution appréciable euh, pour que le pays se développe, mais de façon durable. Parce que maintenant, nous avons besoin d'un développement durable, donc un développement qui détruise le moins possible les vies des gens. Et ce genre d'études, à mon avis, c'est des études à encourager parce que ça va nous permettre évidemment de connaître quels sont les, comment on peut appeler ça, les points noirs du fonctionnement de notre pays et proposer des méthodes et peut-être même des législations qui doivent protéger la population. Mais ça, évidemment, il faut que ça soit fait au niveau des sachants plutôt que au niveau de la population en général qui risque de s'alarmer et de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à cette communication. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour l'initiative. Merci beaucoup, professeur Ouattara. En tout cas, ça nous touche beaucoup. Euh, on a besoin de ce soutien-là de nos aînés et ça nous encourage à aller encore plus de l'avant. Donc, cette première étape de conférence, c'est un peu recueillir les conférences voilà, de ceux qui ont des sujets pertinents. Peut-être qu'à la fin de l'année, on pourra organiser une conférence un peu en présentiel scientifique où on peut inviter les décideurs pour ramener M. Maboussi devant les équipes, devant les décideurs. Ici, c'est comme une préparation à cette initiative-là dont vous venez de souligner qui, je pense, peut très bien aider nos citoyens. Bon, merci beaucoup. Bon, il y a une question dans le chat là. Bonsoir, comment vous faites le prélèvement des échantillons? Quelle est la méthodologie de prélèvement utilisée? Et je La pense que question, l'idéal est de faire le prélèvement des échantillons de la source de production, puis qu'il peut y avoir des contaminations entre l'usine et les dépôts de stockage. C'est la question de M. Boris Brel-Malong. Voilà, bon, mais c'est la dernière question. Et puis, Euh, je- c'est bon? oui, D'accord. Le prélèvement des échantillons, on a eu 23 échantillons, donc 7 pour une marque et huit pour les autres marques, les deux autres marques.
Genre, on a eu à prélever l'échantillon de les dépôts de ciment. On ne s'est pas rendu directement dans les usines, ce sont les dépôts de ciment qu'on a eu à prélever et échantillon. Donc, l'échantillon a été prélevé et puis emmené dans le laboratoire de physique nucléaire et application. Donc, on a tenu compte de toutes ces choses-là concernant la contamination et autres. Euh, L'autre question, je n'ai pas. D'autres Il y a une autre questions, question, je sais pas. monsieur Boris Brel Malonga souligne, je pense que l'idéal est de faire le prélèvement des échantillons de la source de production, puis qu'il peut y avoir contamination entre l'usine et les dépôts de stockage. Ah, là, c'est une suggestion si je vois très bien. Euh, D'accord. Bon, il y a une dernière question. Et quelle est la source géologique de cet excès en radium dans le ciment B? La source géologique de cet excès de radium dans le ciment B, déjà, on sait que le calcaire produit plus du radium. Donc, c'est plus le calcaire qui est à la base du radium. D'accord. Bon. Mais donc, dans l'ensemble, c'est comme on a dit, il faut essayer d'approfondir l'étude avec une thèse en prenant les échantillons, en calculant le facteur de risque d'exposition. Donc, en voyant un peu une étude assez globale, vraiment dans les détails, avec des arguments, avec plusieurs expériences, pour emmener des éléments assez solides, convaincre les décideurs et notamment les entreprises aussi qui produisent cela. Bon, voilà, donc je vous remercie à tout le monde. Donc, j'ai mis le lien de notre canal WhatsApp dans le chat. Donc, le canal WhatsApp, c'est le canal dans lequel on annonce les conférences. C'est un canal anonyme, donc vos numéros de téléphone, personne ne peut les avoir. Donc, il suffit juste de rejoindre le canal. Vous y êtes, vous allez être notifié de toutes les conférences qu'on aura. Et vous pouvez partager notamment à tous les collègues. Donc, c'est comme, vous voyez ça comme une église, hein? Donc, il y a beaucoup, tout le monde veut aller à l'église, c'est les pasteurs et tout. Bon, ici, on ne demande pas d'offrande, on ne demande pas de dîme. Tout ce qu'on demande, c'est votre curiosité, votre amour de la science et ramener les autres, ramener tout le monde. Ah, le professeur Ouattara, donc on va laisser à tout le monde de dire un dernier mot, même à ceux qui n'ont pas parlé. Je commence par le professeur Ouattara. Bon, c'est une question, peut-être pas une question, mais tout simplement un éclairage de dernière heure. Parce Oui, que je voulais dire évidemment que le risque radioactif, de radioactivité, le risque peut réellement exister. Pourquoi? Parce que dans le même labo où travaille monsieur l'exposant, nous encadrons, notre labo encadre une fille qui a essayé de, d'évaluer le taux de radioactivité autour des arbres qui présentent des cancers. Il y a des arbres qui ont des déformations avec, et en fait, des, comment on appelle ça? Où vous sentez qu'il y a une déformation, il y a un trou, il y a un tronc qui est mal formé. Bon, il s'agit de cancer en fait. Et on a remarqué que autour de ces arbres-là, dans le sol, il y a toujours une radioactivité assez élevée. On l'a fait au départ dans la forêt de Brazzaville, on appelle la forêt de la Patte d'Oie. Ça s'est révélé un peu logique comme ça. Et actuellement, on est en train de le faire dans le Chahut. Et on se rend compte que il apparaît nettement que chaque fois qu'on voit un arbre qui a une malformation bizarre, qui semble être un cancer, il y a toujours une radioactivité avec des radons, comme il le dit, avec des émissions gamma. Ça, exactement, ça, c'est récurrent. C'est pour dire que si
nous devons avoir des sources comme ça dans nos maisons. C'est quelque chose de très dangereux qui va évidemment rendre malades les gens sans qu'on le veuille. Et nous n'aimerions pas que on en arrive là. Et on compte sur votre équipe pour essayer d'éclairer la question de façon à ce que et à donner, euh, à faire des orientations ou des propositions pour ces, ces sociétés qui nous font du ciment, de façon à ce qu'ils adoptent des technologies qui peuvent essayer de minimiser cette radioactivité. Ou alors, ça peut être au niveau des cimentiers, mais ça peut aussi être peut-être au niveau des constructeurs. Surtout lorsque la construction est assurée par des sociétés, ça devait être assez facile d'appliquer quelques mesures de radioprotection. Si M. Mabiala nous dit qu'il y en a, ce serait très intéressant. Voilà un peu ce que je voulais ajouter simplement. Voilà. Merci. Bon. Monsieur, Bonsoir, Monsieur Ouattara. C'était un plaisir de vous écouter encore. je vous présente Monsieur Kamoukaya. Donc, c'est lui qui nous donne le lien Zoom pour qu'on ait le Zoom. Vous savez que le Zoom, il est payant. Et donc, c'est lui qui nous donne cette grâce-là. Il est connecté depuis les États-Unis à partir de son espace Zoom. Voilà pourquoi on arrive à bénéficier de cette longueur-là. Sinon, ça allait être coupé, entrecoupé tous les 40 minutes. Voilà un peu. Oui, Monsieur Kamoukaya, vous pouvez vous présenter. Bon, il a fait la géologie, il est allé aussi aux États-Unis pour faire tout ce qui est business et leadership. Donc là-bas, actuellement, c'est là où il évolue. Donc voilà. Oui. Ça, c'est pas important. Moi, je suis Kamou Kaya, ancien étudiant à la fac. Bon, ici, on milite pour que on forme plus des ingénieurs et des scientifiques dans notre pays. C'est ça le but de conscience, la science, sans science, comme disait un philosophe, mais faire cette chose avec conscience, tout en tenant compte que nous avons des problématiques à résoudre pour notre société. Donc, nous comptons sur vous, informons, comme je l'ai dit au début, nous devons inviter les gens, nous devons faire grandir ce mouvement parce que notre pays ne se développera pas avec des discours. Que ce pays-là va développer lorsqu'on va de l'action et de la technologie. Comme l'ont fait l'Inde aujourd'hui, la Chine ou quand on voit même certains pays comme l'Éthiopie et autres, c'est pas les ressources humaines, les ressources naturelles que nous avons qui est importante, mais les ressources humaines de qualité que nous avons besoin. Et nos pays sont en retard parce qu'on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez de scientifiques pour compétir. Et voilà la naissance de Convention, la vision, le but. Donc ici, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Partageons l'information, invitons les amis, ayons des discussions sur ces questions. Vous voyez ce que vous êtes en train de parler sur la radioactivité, les risques et qu'on sort, c'est des vies. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Voilà. Quant à moi, c'est pas ça qui est. Merci. OK. Merci. Bon, voilà. Monsieur Maboussi, donc à vous la parole. Dernier mot. D'accord. Je remercie Monsieur Docteur Hardy Kozia pour l'invitation et autres. Bon, vous voyez, je voulais également participer parce que je me disais, est-ce que les physiciens aussi, c'est possible pour eux? C'est pour ça que j'avais envoyé et qu'on a discuté. C'est pour ça que ça a été rendu possible. Je remercie le docteur Hardy et je remercie toute l'équipe Congo Science pour cette opportunité qui m'a permis également d'être au contact avec d'autres professeurs qui ont travaillé dans le domaine, par exemple le professeur Ouattara et M. Kaya, si je ne me trompe pas, il est dans les mines, si je ne me trompe pas. Je crois on s'est vu une fois à Kakpa, il y avait une conférence avant que je puisse aller au Maroc.
ici à Brazzaville. Il y avait une conférence et puis il exposait sur la radioactivité, les mines et autres, l'uranium et autres. Du coup, on s'est vu, là, on se rencontre encore une fois de plus. Et merci à tout le monde, monsieur Kamou Kaya. Ça m'étonnait quand j'ai vu monsieur Kamou Kaya qui envoie l'autre là, alors que par curiosité, je crois, je l'ai connu déjà sur Facebook, ça date déjà, parce que j'ai une mentor qui est aux États-Unis, Annelle Marina, et elle également a bénéficié de l'autre cas de la bourse Fulbright. Donc, monsieur Kamou également, j'ai suivi un peu son histoire et quand je vois également ici, ça me fait énormément plaisir. Merci à tout le monde pour euh, votre encouragement. Donc, on va tenir compte des remarques, suggestions autres. Et s'il y a peut-être possibilité de me joindre également, de se rapprocher de vous en tant qu'expert et autres, afin de m'aider, afin qu'on puisse affiner les résultats. Sinon, merci beaucoup. Et je rends grâce à Dieu également. D'accord. Bon, donc, je vous remercie à tous. N'hésitez pas donc à nous rejoindre dans notre canal WhatsApp ou bien par Facebook. Vous continuez à nous suivre. Donc, on se dit à la prochaine conférence qui est, je pense, le 4 avril. Voilà, c'est quelqu'un qui est un expert en réseau et télécommunications. Il va nous parler de tout ce qui est fibre optique, la télécommunication, comment ça marche. Voilà. Bon, allez, bien de choses à tout le monde et bonne soirée. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. À la prochaine Merci, occasion. merci à tous. Au revoir à tout le monde. Au revoir.